Bonjour à tous, ici Carlos, je suis ingénieur chez Promax Test and Measurement et je suis vraiment très heureux de vous présenter aujourd'hui en détail le mesureur de champ TV Explorer NG. Le TV Explorer NG constitue notre tout nouvel analyseur de base pour l'entrée de gamme. Mais c'est bien la toute première fois que nous avons réussi le défi d'intégrer, dans un modèle aussi basique, tout un ensemble de fonctionnalités et de caractéristiques avancées que l'on ne trouvait auparavant, jusqu'ici, que sur des analyseurs nettement plus coûteux et onéreux. Pour cette raison que le TV Explorer NG va bien au-delà des simples travaux d'installation basiques et s'impose véritablement comme un outil de travail polyvalent et extrêmement robuste au quotidien. Un domaine très important que je tiens absolument à passer, en revue avec vous, concerne l'ensemble des entrées et des sorties situées sur le mesureur de champ TV Explorer NG. Pour commencer, nous trouvons bien évidemment, en tout premier lieu, l'entrée RF. Il s'agit du port de connexion principal que nous allons utiliser pour brancher n'importe quel type de signal terrestre ou tout signal satellite en bande L, afin de pouvoir l'analyser en détail. Juste à côté de ce connecteur, nous découvrons le port optique. Il s'agit d'une entrée optique de type FC et PC. Cette interface sera utilisée pour analyser et mesurer la puissance optique de n'importe quel signal fibre optique en utilisant pour cela le wattmètre optique qui est directement intégré dans l'analyseur. De l'autre côté de l'appareil, nous pouvons trouver un port USB 3.0. Celui-ci peut être utilisé pour plusieurs applications différentes. Vous pouvez brancher, par exemple, une clé USB ou bien un lecteur de stockage externe afin de transférer toutes les ressources présentes dans l'analyseur vers cette unité de stockage. Par exemple, cela inclut les captures d'écran, les rapports de data logués ou les flux de transport streams qui ont été enregistrés avec l'unité, entre autres. De plus, vous pouvez également l'utiliser pour connecter le récepteur de géolocalisation GPS pour les drive tests, si vous disposez de cette option, et aussi pour brancher l'adaptateur Wi-Fi afin d'utiliser l'analyseur Wi-Fi. Ensuite, sur le côté de l'appareil, nous allons trouver la sortie HDMI, ainsi qu'un autre port USB, un port Ethernet, et enfin une entrée et une sortie pour l'audio et la vidéo. La sortie HDMI mentionnée sera donc utilisée dans le but de transmettre tout ce que nous voyons affiché sur l'écran vers un téléviseur externe. Le port USB secondaire, quant à lui, peut être utilisé soit pour brancher une autre clé USB, soit pour contrôler l'unité à distance en utilisant des commandes distantes via un hyperterminal. Le port Ethernet est utilisé pour piloter le mesureur via le protocole IP en se connectant à l'équipement grâce à l'utilisation de son propre serveur web interne intégré. Enfin, l'entrée et sortie vidéo-audio peut être utilisée comme une entrée pour recevoir le signal d'un appareil, tel qu'une caméra afin de l'afficher sur l'écran du mesureur. Elle sert aussi de sortie pour, par exemple, brancher des écouteurs et écouter les services de n'importe quel signal que vous syntonisez et démodulez. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer quels sont les concepts principaux qui ont permis de définir la genèse de cet appareil. L'interface utilisateur du TV Explorer NG est héritée de son grand frère, l'Atlas NG. Cela signifie qu'une fois le menu d'accueil passé, si nous nous dirigeons vers le mode analyseur, nous pouvons voir que l'écran est divisé en 3 fenêtres, ou docks. Ces fenêtres peuvent être interchangées à tout moment et peuvent également être agrandies en plein écran. Nous utiliserons ces fenêtres pour charger n'importe quel outil de test classique disponible sur le mesureur. Par exemple, si nous appuyons sur la partie supérieure de l'un de ces fenêtres, nous verrons un menu déroulant s'afficher, avec une liste des outils de test courants, utilisables à tout moment pour analyser les signaux que nous recevons. Nous verrons chacun d'entre eux en détail plus tard. Mais pour l'instant, je souhaite m'attarder un peu plus sur l'écran. L'écran est multi-touch, ce qui permet d'offrir un contrôle beaucoup plus précis des menus à l'écran.
et surtout, bien sûr, en mode analyseur de spectre. Désormais, nous pouvons utiliser un doigt de gauche à droite pour parcourir la bande de fréquence. Nous pouvons faire glisser le doigt de haut en bas pour modifier le niveau de référence. Et nous pouvons pincer ou écarter les doigts pour changer le span. La batterie de l'appareil a une autonomie de 4 heures en fonctionnement normal, c'est-à-dire sans alimenter de dispositifs externes. Et avant de passer aux mesures, je tiens à vous montrer où se trouvent les différents menus de configuration de l'unité. Il y en a 3, un de chaque côté de l'écran et un autre dans la zone supérieure de l'écran. Si nous balayons l'écran depuis le bord gauche vers le centre pour afficher le menu latéral, nous accédons au menu de réglage. Dans ce menu, nous pouvons choisir de travailler en bande terrestre ou satellite et décider si nous voulons accorder l'appareil par canal ou par fréquence. Si nous choisissons le réglage par canal, il faudra définir le plan de fréquence que nous souhaitons utiliser comme référence. Nous pouvons également configurer le span utilisé ainsi que le niveau de référence. Il est possible de régler le niveau des atténuateurs, soit manuellement, soit en laissant l'unité s'en charger automatiquement. Enfin, nous pouvons activer ou désactiver les fonctions min-hold et max-hold, que vous voyez s'afficher à l'écran en vert et en rouge. Je vais modifier le contour du spectre pour que vous puissiez les voir plus distinctement. Avant de passer au deuxième menu de configuration, je tiens à vous montrer où se trouvent les différents outils de mesure courants. En appuyant sur la zone supérieure de la fenêtre, nous verrons toutes ces mesures ici. Il s'agit des mesures de test de base classiques, mais si nous voulons accéder aux mesures de test les plus avancées, nous devons faire glisser le menu caché de droite vers le centre. Nous y trouverons 5 outils. L'outil Drive Test est le seul qui soit une option payante et qui n'est pas inclus par défaut avec l'appareil. Les 4 autres sont intégrés de série. Le Drive Test, l'option supplémentaire, est un outil utilisé par cartographier la couverture du signal d'un émetteur spécifique. Il vous permet d'effectuer des tests de couverture. Les 4 autres outils, exploration de canaux, data loguée, blind scan et test d'atténuation, seront examinés en détail plus tard. Mais pour l'instant, je souhaite passer au menu de configuration suivant, que l'on affiche en faisant glisser vers le bas la zone supérieure de l'écran. Ici, nous trouvons plusieurs sections. Ces fenêtres nous permettront de configurer différents aspects de l'analyseur et même certains accessoires fournis avec l'appareil, comme le récepteur GPS si vous disposez de l'option Drive Test, ainsi que la clé Wi-Fi qui, elle, est incluse par défaut avec l'unité. De gauche à droite, nous trouvons le Workspace. Le Workspace est la zone où toutes les différentes ressources du mesureur sont situées et stockées. Il est divisé en plusieurs dossiers. Lorsque nous entrons dans un dossier spécifique, nous voyons l'ensemble des ressources. Plan de fréquence, data loguer, capture d'écran, fichier de flux de transport enregistré, fichier de drive test, et ainsi de suite. Vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces ressources et la sélectionner en effectuant un appui long sur le nom du fichier. Un menu déroulant s'affiche alors, nous permettant soit de supprimer le fichier, de le renommer ou de le transférer vers une clé USB externe.
Par exemple, si nous branchons cette clé USB à l'appareil, une notification nous indique que la clé a été insérée dans le port USB. Revenons maintenant au Workspace. Nous sélectionnons le plan de fréquence que nous souhaitons transférer. Cliquez sur « Exporter sur USB » et nous recevons une confirmation que le fichier a été copié avec succès. La section suivante est le planificateur de tâches. Cet outil nous permet de créer des tâches qui se lanceront automatiquement à une certaine fréquence pour effectuer une capture d'écran et l'enregistrer dans la mémoire interne du mesureur. Vous pouvez configurer autant de tâches que vous le souhaitez. Il vous suffit de définir l'heure de début, l'heure de fin, ainsi que la périodicité à laquelle vous voulez que les captures soient réalisées. La section USB nous permettra d'activer ou de désactiver le port USB 2.0. Ensuite, nous trouvons la zone de configuration du récepteur GPS, qui n'est disponible que si vous disposez de l'option de Drive Test. Pour pouvoir accéder à ce menu, il sera nécessaire de connecter le récepteur GPS. Maintenant que nous avons branché le récepteur GPS au mesureur, on peut voir que l'option, la zone de configuration du GPS, est disponible. Nous pouvons y accéder. Et ici, une carte s'affiche où l'on peut voir tous les différents satellites GPS visibles par le récepteur. Et dans une couleur différente, on peut identifier ceux auxquels nous sommes verrouillés. La section suivante est la zone de configuration de la clé Wi-Fi. De la même manière, il faut brancher le clé Wi-Fi pour pouvoir accéder à sa configuration. Donc, nous débranchons le récepteur GPS et nous allons connecter la clé Wi-Fi. Désormais, cette zone de configuration est disponible. Ici, nous pouvons effectuer deux opérations différentes. Nous pouvons configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle ou gateway du mesureur lors de la connexion au réseau Wi-Fi, ou bien nous pouvons activer le protocole DHCP afin que toutes ces informations soient assignées automatiquement par le serveur DHCP du réseau. La section suivante concerne la partie optique. Nous y trouvons le mesureur de puissance optique intégré à l'analyseur. Par défaut, il s'agit d'un mesureur de puissance optique non sélectif. Mais nous proposons une option permettant de transformer cet équipement en un mesureur de puissance optique sélectif sur 3 longueurs d'onde, 1310, 1490 et 1550 nanomètres. Injectons maintenant un signal optique dans le mesureur. Ce signal provient d'une source laser. Nous allons activer le mesureur de puissance optique. Nous pouvons désormais voir une barre de mesure, nous indiquant la puissance optique reçue, ainsi que sa valeur numérique. Ensuite, nous trouvons la zone de configuration de l'antenne. Les informations affichées dans ce menu de réglage varient selon que nous sommes en bande terrestre ou en bande satellite. En mode terrestre, un menu permet de régler l'impédance de l'antenne connectée à l'appareil, 50 ohms ou 75 ohms.
On y trouve également un autre menu pour sélectionner un profil d'antenne et activer le mode mesure de champ sur l'analyseur. Par défaut, seuls 2 profils d'antenne sont chargés dans l'instrument. Ils correspondent aux 2 antennes que nous commercialisons chez Promax. La M030, qui est une antenne dipôle étalon, et la M060, qui est une antenne omnidirectionnelle conçue pour effectuer des drive tests. Si vous utilisez une antenne différente, vous pouvez créer votre propre profil d'antenne. Il vous suffit d'y intégrer les données du facteur K, c'est-à-dire la correction pour les différentes fréquences sur lesquelles l'antenne travaille. Ensuite, vous prenez ce fichier, ce profil d'antenne, et vous le chargez dans l'appareil afin qu'il apparaisse dans ce menu. Une fois qu'il est affiché, vous pouvez le sélectionner. Dès lors, chaque mesure que vous effectuerez sera automatiquement corrigée, grâce aux informations du facteur K que vous aurez renseignées dans ce profil. D'un autre côté, si nous sommes en bande satellite, ce que nous voyons dans le menu de l'antenne est différent. Nous pouvons toujours modifier la valeur de l'impédance pour le LNB qui reçoit le signal, mais le reste du menu change. Tout d'abord, nous pouvons définir si le LNB fonctionne en bande KU-KA ou en bande C. Nous pouvons également ajuster les fréquences de l'oscillateur local, basse et haute, pour ce LNB. Enfin, dans la dernière partie du menu, nous pouvons activer l'utilisation de protocoles spécifiques pour communiquer avec des dispositifs tiers. Par exemple, nous pouvons activer les commandes DISEC. Nous pouvons activer l'utilisation du protocole SETI-CR et dans les prochaines révisions du firmware de l'équipement, vous verrez apparaître ici un autre menu pour activer le protocole JES. Ainsi, dans le cas du JES et SETI-CR, si vous activez le protocole, vous verrez qu'une icône en forme de roue dentée s'affiche maintenant sur la droite. Si nous appuyons sur cette icône, une fenêtre contextuelle s'ouvrira, nous permettant de modifier tous les paramètres relatifs à l'usage de ce protocole. Cependant, dans le cas du DISEC, une fois les commandes DISEC activées, vous les trouverez directement dans le menu de syntonie. Juste ici. Laissez-moi désactiver le DISEC pour passer au menu suivant. Le menu d'alimentation LNB. Ici, à nouveau, les options qui s'affichent varient selon que nous travaillons en bande terrestre ou en bande satellite. Tout d'abord, nous devons activer ou désactiver l'utilisation de l'alimentation externe via l'entrée RF. En bande terrestre, nous pouvons fournir du 5 volts, 12 volts et 24 volts. En bande satellite, nous pouvons injecter du 5 volts, 13, 15, 18 et bien sûr le 22 kHz pour commuter la bande et la polarité du LNB. Enfin, un autre point important de ce menu est que vous pouvez visualiser à tout moment la consommation du dispositif externe que nous sommes en train d'alimenter. Maintenant que nous savons où se situent les différents menus de configuration et où trouver tous les outils de mesure, je pense que nous pouvons commencer à les utiliser et voir comment le TV Explorer NG peut nous faciliter la tâche. Tout au long de cette présentation, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter la description de cette vidéo. Vous y trouverez plusieurs liens au cas où vous voudriez approfondir l'un des outils que nous allons mentionner en cours de route. Mais avant de commencer,
Permettez-moi de vous expliquer un autre aspect que le TV Explorer NDJ a hérité de son grand frère, l'Atlas NDJ. Il s'agit de la large gamme de capacités de modulation et de décodage dont il dispose. En ce qui concerne la modulation, le TV Explorer NG peut démoduler la radio FM et bien sûr la télévision analogique, mais aussi les normes de diffusion de télévision numérique telles que le DVB-T, le T2 et le ISDB-T pour le terrestre, le DVB-S et le DVB-S2 pour le satellite, ainsi que le DVB-C et le DVB-C2 pour la télévision par câble. Par ailleurs, nous proposons jusqu'à 4 extensions optionnelles qui vous permettent d'étendre ces fonctionnalités. La première option vous permet d'ajouter la capacité de démodulation ETSI 1.0 et ETSI 3.0. Il s'agit de la norme de diffusion terrestre utilisée en Amérique du Nord et en Corée. La deuxième option vous permet d'ajouter la démodulation satellite DVB-S2X. C'est la toute dernière technologie de diffusion satellite disponible et nous pouvons ainsi devenir compatibles avec elle. La troisième option ajoute toute une vaste gamme de mesures FM avancées pour analyser les signaux FM. Et enfin, la quatrième option vous permet de démoduler les signaux de radio numérique, DAB et DAB+. En ce qui concerne le décodage, le TV Explorer NG peut décoder le MPEG2, le MPEG4 et le H265 jusqu'à 10 bits. Et peut également décoder les services SD, HD ainsi que l'Ultra HD. Cela signifie que, quelle que soit la combinaison de ces codecs vidéo et de ces résolutions, le TV Explorer NG est compatible. Il peut décoder le service et afficher l'image sur l'écran. Maintenant, nous pouvons passer à la suite et commencer à effectuer quelques mesures. Nous disposons ici de deux sources de signal différentes. La première provient d'une antenne hertzienne située sur le toit du bâtiment. Et la seconde est un signal satellite, provenant également du toit via une parabole que nous y avons installée. Nous allons d'abord effectuer des mesures sur la bande terrestre. En ce moment même, nous sommes calés sur un multiplex terrestre spécifique. Changeons de canal pour en choisir un autre. Vous pouvez constater que l'appareil identifie automatiquement les paramètres de modulation. Nous pouvons déjà voir l'image vidéo de l'un des services inclus dans ce multiplex. Appuyons sur la partie supérieure du fenêtre pour afficher toutes les mesures disponibles. Nous trouvons tout d'abord l'outil de mesure. C'est ici que s'affichent les principales mesures habituelles. Les paramètres qui apparaissent dépendent du standard du signal syntonisé, qu'il s'agisse de DVB-T, T2, DVB-S2 ou DVB-C. Cependant, nous y trouvons généralement la puissance, le rapport porteuse-bruit, le MER, le BR avant et après correction, et le line merging. Passons maintenant à l'examen des paramètres du signal. Cette fenêtre affiche l'ensemble des paramètres utilisés par l'émetteur pour moduler le signal. Dans le cas présent, nous constatons que ce multiplex DVB-T dispose d'une largeur de bande de 8 MHz. Il utilise un mode de transmission FFT en 8K, 8000 porteuses. La constellation étant 64 QAM et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, nous disposons d'informations très détaillées sur la modulation employée. La fenêtre suivante est le vidéo. Si nous voulons choisir un service différent inclus dans le même multiplex, il faut appuyer sur cette zone grise dans la partie inférieure du fenêtre. Une fenêtre contextuelle apparaîtra, nous montrant tous les différents services vidéo, audio ou de données qui sont inclus dans ce MUX DVB-T.
D'ailleurs, toutes les informations que nous visualisons et tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent est exactement équivalent lorsque nous syntonisons un transpondeur satellite. Si nous choisissons maintenant un service différent, par exemple celui-ci, l'image de ce service s'affichera à l'écran. N'oubliez pas que chaque service vidéo peut être lié à plusieurs couches audio différentes. Si nous souhaitons sélectionner une autre couche audio, par exemple, ce service vidéo pourrait être reçu avec une piste en espagnol et une autre en anglais. Il suffit d'appuyer sur l'icône de la molette. Ici, un menu déroulant apparaît. Dans le champ Audio, nous pouvons alors sélectionner la couche audio que nous souhaitons recevoir. L'outil suivant est l'analyseur de niveau audio. Il permet d'afficher un analyseur de Sony. Il indique la Sony des canaux gauche et droit, à la fois sous forme numérique et sous forme de barre graphe. Là encore, si nous souhaitons analyser une autre couche audio, il nous faudra sélectionner cette couche depuis le menu molette. Le prochain outil de mesure disponible est l'affichage des paramètres vidéo et audio. Ici, nous visualisons les métadonnées les plus pertinentes pour le service reçu, ainsi que pour les couches vidéo et audio correspondantes. Des informations telles que, par exemple, tous les PD associés, les profils de compression utilisés, les débits, etc. La partie supérieure de cette fenêtre affiche toutes les informations relatives au service. Dans la partie inférieure, nous trouvons sur la gauche les informations concernant la vidéo, la couche vidéo, et sur la droite, les informations relatives à la couche audio. Encore une fois, si vous souhaitez sélectionner une autre piste audio, vous pouvez le faire directement depuis le menu contextuel de la molette. Le prochain outil de test est l'outil Streaming. Il nous permettra de diffuser le flux de transport reçu après la démodulation du signal vers n'importe quelle adresse IP configurée ici, dans ces menus, en mode unicast. L'outil Constellation nous permet de visualiser la constellation du signal en fonction de la modulation utilisée. Le graphique de la constellation constitue un moyen très efficace et également très rapide de représenter de façon visuelle l'ensemble du bruit global présent dans notre système de réception. L'analyseur d'écho affiche jusqu'à 6 échos autour de notre signal principal. Pour chaque écho, nous pouvons visualiser son niveau de puissance, la distance parcourue, ainsi que son retard par rapport au signal de référence. Les échos peuvent se situer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'intervalle de garde. La zone située hors intervalle est représentée par ces bandes rouges de chaque côté du signal. C'est un outil indispensable pour orienter une antenne et minimiser les effets de la propagation multitrajet, c'est-à-dire les interférences causées par les échos. Un autre outil disponible ici est la fonction d'enregistrement du flux de transport. Cela nous permet d'enregistrer le transport stream à partir du signal que nous sommes en train de démoduler. Le flux sera enregistré dans la mémoire interne du mesureur, puis nous pourrons le transférer vers une clé USB externe si nous le souhaitons. Nous pouvons voir ici le moment où l'enregistrement a débuté, la durée en secondes et en minutes du flux que nous enregistrons.
ainsi que sa taille. Vous pouvez constater que celle-ci augmente car l'enregistrement est en cours. Enfin, pour lancer ou arrêter l'enregistrement, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Le prochain outil que je souhaite vous présenter est le MER par porteuse. Le MER par porteuse est un outil très utile car il permet de révéler des interférences qui affectent notre signal OFDM. Ce que vous voyez ici est un signal DVB-T de 8 MHz. Si des interférences surviennent, elles apparaîtront dans l'outil MER par porteuse sous la forme d'une chute du MER sur les porteuses OFDM qui subissent le chevauchement de l'interférence. Un autre outil très utile est le spectrogramme. Le spectrogramme est un graphique en cascade qui représente le span sélectionné en fonction du temps. Les signaux ayant un niveau de puissance plus élevé apparaissent dans des couleurs chaudes. Si vous appuyez sur l'écran, vous verrez une barre affichant la correspondance entre les valeurs de niveau de puissance et les couleurs utilisées. Cet outil est particulièrement efficace pour détecter les variations de niveau de puissance dans le spectre RF que vous surveillez, ainsi que les anomalies sporadiques pouvant survenir au fil du temps. Une autre fonction très proche du spectrogramme par sa représentation graphique est le mérogramme. Le mérogramme est, là aussi, un graphique en cascade, mais dans ce cas précis, il affiche pour un signal OFDM les porteuses ayant le MER le plus élevé avec des couleurs chaudes, et ce, au fil du temps. À nouveau, si nous appuyons sur l'écran, une barre s'affiche pour lier les valeurs de MER aux couleurs utilisées. C'est un outil extrêmement utile pour détecter et identifier des interférences qui pourraient apparaître dans la bande de fréquence RF que nous surveillons. Par exemple, il s'avère très efficace dans les scénarios où des signaux de source et de nature différentes coexistent et, par conséquent, génèrent des interférences entre eux. Le dernier outil que je souhaite vous présenter est l'outil de paramètres RDS-FM. Mais pour pouvoir vous le montrer, je dois d'abord accorder un signal FM. Nous allons donc revenir à l'outil spectre. Sélectionnez accord par fréquence. Déplacez-vous sur la bande FM et calez-vous sur n'importe quelle porteuse FM. Comme vous pouvez le voir, nous démodulons maintenant avec succès la porteuse FM, ce qui nous permet d'accéder à l'outil des paramètres FM-RDS. Ici, ce qui s'affiche, c'est l'ensemble complet des informations RDS correspondant à la porteuse FM que nous recevons, fréquence alternative, ID du décodeur, etc. Outre tous ces outils de test courants que nous avons passés en revue jusqu'à présent, je souhaite vous présenter les outils de test avancés qui se trouvent dans le menu latéral caché sur la droite. Le premier outil que je tiens à vous montrer est l'exploration. L'outil d'exploration de canaux. L'objectif de cet outil est de créer un nouveau plan de canaux en explorant le contenu RF, le spectre RF, de votre signal d'entrée. Il balaie soit la bande satellite, soit la bande terrestre. Et, en fonction des canaux trouvés, il les enregistre dans un nouveau plan de canaux. Cet outil nécessite l'utilisation d'un plan de canaux préexistant comme référence.
Ainsi, le plan de canaux que nous utiliserons comme référence dans ce cas sera le plan Césaillé. Vous pouvez le trouver dans le menu d'accord. Passons maintenant à l'outil Exploration de canaux. Vous pouvez constater qu'à peine entré dans l'unité, dès que vous lancez l'outil d'exploration, l'appareil commence à balayer la bande RF. Dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez voir une barre indiquant la progression de l'exploration. Sur le côté droit, en bas à droite de l'écran, vous voyez le bouton « Omettre ». Cela nous permettra de sauter certains canaux. Par exemple, dans le cas d'un canal qui n'aurait aucun contenu spectral ou d'un canal que nous ne souhaiterions pas conserver dans le plan de fréquence finale que nous allons enregistrer. Ainsi, nous pouvons simplement les ignorer, ce qui rendra le processus plus rapide. Tous les canaux sont disposés sous forme de grille. Vous pouvez voir que ceux qui n'ont pas été identifiés apparaissent en grisé. Quant à ceux qui sont identifiés, c'est-à-dire ceux que le mesureur a réussi à verrouiller, à démoduler, et dont il a identifié les paramètres de modulation, ils apparaissent en surbrillance. Le processus est assez rapide. Dans ce cas précis, l'appareil utilise le plan de fréquence Césaillé comme référence. Sur la partie gauche de l'écran, nous pouvons voir en permanence le spectre RF. Ainsi, nous avons toujours l'affichage du canal que nous sommes en train de syntoniser à ce moment-là. Par exemple, il s'agit ici de canaux 4G, 5G. Je ne souhaite pas les conserver dans mon plan de fréquence finale. Je peux donc les omettre. Le processus est maintenant terminé. Je peux voir que tous les canaux DVB-T diffusés en WASH-F ont été identifiés. Vous pouvez désormais soit omettre un canal identifié en effectuant un appui long sur celui-ci, soit le réactiver par un appui long sur ce même canal. Vous pouvez également faire de même avec les canaux qui n'ont pas été identifiés par le mesureur. Une fois que je suis satisfait de la sélection des canaux que je souhaite mémoriser dans le plan de fréquence finale que nous allons enregistrer, je peux appuyer sur le bouton « Enregistrer ». Nous allons maintenant donner un nom à ce plan de fréquence. Voici mon plan de fréquence CCIR pour le UHF à Barcelone. Voilà. Maintenant, si vous regardez bien, en revenant au menu d'accord, vous pouvez voir que le plan de fréquence que nous utilisons déjà est celui que nous venons de créer à l'aide de l'outil d'exploration. Le deuxième outil que je souhaite vous présenter est le Dataloguer. C'est un outil qui vous permettra d'effectuer toutes les mesures de qualité sur un ensemble de canaux inclus dans un plan de fréquence spécifique, et ce, sur plusieurs emplacements physiques. Toutes ces informations seront enregistrées de manière structurée et organisées dans un seul fichier que vous pourrez ensuite exporter sous différents formats. Ainsi, pour l'utiliser, vous devez d'abord sélectionner le plan de fréquence que vous souhaitez utiliser comme référence. Le plan de fréquence que nous allons utiliser est celui que nous venons de créer, le plan de fréquence CC-IR-UHF. Nous allons maintenant dans le menu latéral de droite et nous sélectionnons « Dataloguer ». Ici, trois options s'offrent à nous. Si nous appuyons sur le menu déroulant en haut de l'écran, nous pouvons continuer à travailler sur un fichier de Dataloguer précédemment créé. Si nous souhaitons créer un nouveau fichier, il suffit d'appuyer sur le bouton « Test and Go » ou sur le bouton « Dataloguer ». Ces deux touches mènent au même outil. Mais dans le cas du Test and Go, c'est un peu plus rapide, car cela permet de sauter certains écrans de paramétrage.
Enfin, certaines des configurations disponibles pour cet outil de mesure. Je vais donc vous montrer la fonction complète du datalogger. Nous devons d'abord donner un nom au fichier de mesure. Par exemple, ici, nous l'appellerons Promax. Nous pouvons également ajouter une description à ce fichier et il nous faudra sélectionner un plan de fréquence terrestre sur lequel nous voulons exécuter le datalogger. Dans notre cas, nous allons utiliser le plan de fréquence CCIR UAC-F que nous venons de créer. De la même manière, nous pourrions sélectionner un autre plan de fréquence pour la bande satellite. Mais pour cette démonstration, nous allons l'exécuter uniquement sur la bande terrestre. Et vous pouvez également choisir d'inclure ou non un test d'atténuation dans ce datalogger. Le test d'atténuation est un autre outil de mesure, un outil de mesure avancé que je vous montrerai dans quelques minutes. Voilà, maintenant nous pouvons l'enregistrer. Nous allons maintenant le retrouver dans le menu déroulant. Promax. L'idée, c'est que nous pouvons désormais parcourir le réseau RF, c'est-à-dire l'installation que nous souhaitons tester. Il suffit de se rendre sur chacun des points physiques et d'y créer un point de test. Ainsi, là où nous nous trouvons actuellement, nous allons créer un nouveau point de test et dès que nous appuyons sur « Acquisition » ou « Accueillir », le mesureur va effectuer les mesures sur l'ensemble des canaux, du plan de canaux que nous venons de sélectionner. De nouveau, tous les différents canaux s'affichent sous forme de grille. Nous pouvons voir la progression de la tâche dans la partie inférieure de l'écran et nous pouvons omettre les mesures sur n'importe quel canal, si nous le souhaitons. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez également la trace du spectre, de sorte que vous savez quel canal nous sommes en train d'accorder à tout moment. Ce datalogger est désormais terminé pour le premier point de test, c'est-à-dire le premier emplacement physique où nous effectuons les mesures. Et toutes les informations sont affichées de manière synthétique sous forme de tableau. Vous pouvez ainsi visualiser les canaux sur l'axe vertical et les mesures sur l'axe horizontal. À l'extrémité droite du tableau, vous pouvez voir la colonne « Status ». Ici, 3 types d'icônes différents peuvent s'afficher. Une coche verte signifie que le canal a été identifié par le mesureur. Il a pu être démodulé et la marge de liaison est supérieure à 0. Si cette même coche apparaît en jaune, cela signifie que le mesureur a réussi à identifier et à démoduler ce canal, mais que la marge de liaison est inférieure à 0. Par conséquent, vous devez vous attendre à des gels d'images ou des macroblocs lors de la visualisation des services inclus dans ce multiplex. Nous sommes très proches du point de décrochage du signal. Enfin, si vous voyez une croix rouge, cela signifie que le mesureur n'a pas pu démoduler ce canal. Lors, maintenant que nous avons terminé avec ce premier point de test, nous pouvons appuyer sur « Retour » ou, si vous souhaitez relancer l'acquisition de données sur ce même point de test physique, vous pouvez appuyer sur « Nouvelle acquisition ». On revient donc en arrière, et ce que nous allons faire maintenant, c'est nous rendre au deuxième emplacement physique pour lancer à nouveau l'enregistreur de données sur ce point de test spécifique. C'est parti, on y va. Nous voici maintenant sur le deuxième emplacement où nous souhaitons lancer le datalogger. Ce que nous allons faire, c'est d'abord créer un nouveau point de test. Ensuite, nous appuyons sur « Acquisition » et l'outil datalogger effectuera à nouveau toutes les mesures sur l'ensemble des canaux inclus dans le plan de fréquence sélectionné. À nouveau, une version résumée de toutes les informations capturées s'affiche à l'écran.
toutes les mesures pour chacun de ces canaux. Maintenant, si nous revenons en arrière, nous répéterions ce processus autant de fois qu'il y a d'emplacements physiques dans le réseau où nous souhaitons exécuter le datalogger. Une fois terminé, voici ce que nous ferons. Nous pourrons exporter ce fichier contenant toutes les informations de mesure pour l'ensemble des canaux de tous ces points physiques, et ce, sous 3 formats de fichiers différents. Il suffit d'appuyer sur « Exporter » et nous pourrons choisir de l'enregistrer soit dans la mémoire interne de l'unité, soit sur une clé USB externe. Nous avons ensuite le choix entre 3 formats de fichiers, PDF, XLSX ou CSV. Le prochain outil que je souhaite vous présenter est le Blind Scan, le recherche aveugle. Le Blind Scan est un algorithme basé sur le machine learning qui permet aux mesureurs d'effectuer un balayage rapide de la bande satellite pour trouver des candidats potentiels de transpondeurs. Ensuite, l'appareil va tenter de les identifier un par un, de manière séquentielle, pour mémoriser leurs paramètres de modulation et sauvegarder toutes ces informations dans un nouveau plan de fréquence. La différence majeure entre le Blind Scan et l'outil exploration de canaux est que le Blind Scan effectue cette tâche sans avoir besoin d'utiliser un plan de fréquence préexistant comme référence. Voyons comment cela fonctionne. Nous devons d'abord nous accorder sur la bande satellite. Une fois en mode satellite, nous sélectionnons Blind Scan. Sur ce premier écran, nous devons indiquer au mesureur quelle polarisation et quelle bande nous souhaitons analyser. Vous pouvez scanner les 4 combinaisons: bas vertical, bas horizontal, haut vertical, haut horizontal, ou une seule d'entre elles. Il faut aussi préciser quel type de LNB vous utilisez, un LNB universel ou un autre modèle. C'est parti. Maintenant, l'appareil effectue un balayage rapide sur toute la bande satellite. Il va identifier, en fonction de la forme du spectre, quels signaux pourraient être des transpondeurs potentiels. En attendant, vous pouvez voir la trace du spectre sur la partie gauche de l'écran. L'appareil commence déjà à essayer d'identifier chacun de ces candidats. Il débute par la bande bas verticale. Il a détecté 8 candidats potentiels. Dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez suivre la progression de la tâche. Nous sommes maintenant passés en bande basse horizontale. Pour l'instant, l'appareil a détecté 26 candidats potentiels comme transpondeurs. Le mesureur tente d'accorder chacun de ces canaux, un par un. L'icône verte signifie qu'il a réussi à identifier les paramètres de modulation de chacun de ces transpondeurs potentiels. À présent, nous sommes passés en bande haut horizontale. Le même processus va s'exécuter. À nouveau, il accorde un par un les transpondeurs potentiels identifiés lors du balayage. Il tente maintenant de les démoduler et de mémoriser les paramètres de modulation dans le nouveau plan de fréquence que nous allons sauvegarder dans un instant. Comme vous pouvez le voir, certains transpondeurs ne sont pas identifiés, car ils transportent peut-être des données ou utilisent des modulations différentes du DVB-S, DVB-S2 ou S2X. Une fois la tâche terminée, nous pouvons enregistrer le fichier, c'est-à-dire sauvegarder le plan de fréquence sous un nouveau nom. Mais avant cela, nous pouvons soit désactiver les transpondeurs qui ont été identifiés simplement par un appui long sur le canal en question, soit activer les canaux qui n'ont pas été identifiés également par un appui long. De cette manière, nous inclurons ce canal dans le plan de fréquence final qui sera sauvegardé. Pour sauvegarder le plan de fréquence, il suffit d'appuyer sur « Enregistrer ». On lui donne un nom
Et voilà, c'est fait. Le dernier outil que je souhaite vous présenter est le test d'atténuation. Le test d'atténuation vous permettra de définir 3 valeurs de fréquences différentes auxquelles nous allons mesurer l'atténuation introduite par un réseau RF, par rapport à un point physique de référence mesuré précédemment. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le menu latéral de droite et sélectionner Test d'atténuation. Ici, la première chose à faire est de définir quelles sont les 3 fréquences sur lesquelles nous voulons mesurer cette atténuation. Nous allons utiliser pour cela un générateur de porteuses. Le générateur de porteuses va injecter le signal en un point du réseau, puis nous mesurerons l'atténuation introduite par ce réseau en d'autres points physiques de l'installation. Ce générateur de porteuses est le Promax RP110. Nous l'avons configuré pour qu'il génère 3 pilotes à 6 MHz, 500 MHz et 900 MHz. Maintenant, ces fréquences que nous utilisons dans le générateur de porteuses, nous devons également les paramétrer dans le menu de configuration du test d'atténuation. Ainsi, pour le premier pilote, nous utilisons 6 MHz. C'est correct. Pour le deuxième pilote, 500. Et pour le troisième pilote, 900 MHz. Il reste encore 2 paramètres à configurer. Le premier est la valeur de seuil. Il s'agit de l'écart d'atténuation maximale que nous autorisons entre 2 pilotes donnés. Par exemple, si je règle une valeur de 20 décibels, cela signifie que si l'atténuation sur un pilote est de 10 décibels et que sur un autre elle est de 31 décibels, soit une différence supérieure à 20, ce second pilote sera écarté de l'analyse. Le deuxième champ que nous devons configurer, et c'est très important, est l'atténuation maximale autorisée pour chaque pilote. Ce seuil d'atténuation maximale est celui que nous voyons à l'écran. Et il permet de déterminer si le signal est en réussite ou en échec. Ainsi, si le pilote présente une atténuation supérieure à 2 décibels, il sera en échec. Et si l'atténuation est inférieure à 2 dB, il sera en réussite. Nous voici donc à notre premier emplacement. Nous connectons le générateur de pilote directement au mesureur. Et nous allons définir le niveau du signal que nous recevons pour les 3 fréquences paramétrées. Nous allons établir ce niveau comme point de référence. Pour cela, nous appuyons sur « Définir référence ». Passons maintenant à d'autres points du réseau pour voir quel est l'affaiblissement introduit par celui-ci. Allons-y. Nous venons d'arriver au premier point de mesure où nous voulons vérifier l'atténuation introduite par le réseau. Nous allons d'abord brancher le signal d'entrée à l'appareil. Rappelez-vous que nous avons configuré le test d'atténuation de manière à n'accepter qu'un maximum de 2 décibels d'affaiblissement pour chaque fréquence. On peut voir ici que, sur la première fréquence, 6 MHz, nous sommes en réussite. Le signal passe. Nous n'avons donc pas plus de 2 décibels d'atténuation. Par contre, sur la deuxième et la troisième fréquence, nous avons dépassé l'atténuation maximale acceptée. C'est donc un échec. Nous répéterions ce processus en nous rendant sur différents points du réseau pour effectuer ces mesures, afin de vérifier l'atténuation introduite et de s'assurer qu'elle respecte bien nos limites d'atténuation maximale. L'analyseur de réseau Wi-Fi intégré dans l'équipement vous aidera à identifier et à sélectionner les canaux de la réseau Wi-Fi qui sont théoriquement les plus appropriés pour déployer efficacement un nouveau point d'accès. Pour l'utiliser, nous devons brancher sur le mesureur la clé Wi-Fi fournie comme accessoire avec l'appareil. Elle est incluse. Une fois branchée,
nous verrons un certain nombre de réseaux à portée, disponibles là où nous nous trouvons. Si l'on appuie sur le triangle rouge dans le coin supérieur droit de l'écran, on peut basculer de la bande 2,4 GHz à la bande 5 GHz, et vice-versa. En appuyant à nouveau, je reviens à la bande 2,4 GHz. Les canaux OFA théoriques sont représentés par ces fenêtres verticales grises, numérotées de 1 à 14. Les points d'accès, eux, s'affichent sous forme de trapèzes colorés dont la hauteur est proportionnelle à leur R et ZZ, indicateur de force du signal reçu. Désormais, lorsque j'appuie sur l'un d'entre eux, les informations dans les autres fenêtres se mettent à jour en fonction de ce point d'accès. L'analyseur Wi-Fi intègre plusieurs outils. Nous pouvons notamment consulter le Wi-Fi Scan qui nous affiche la liste de tous les réseaux disponibles à portée de l'appareil. Ici encore, dès que je sélectionne l'un d'entre eux, les informations affichées sur les autres fenêtres se mettent à jour instantanément. Pour chaque point d'accès, je peux visualiser la puissance du signal reçu, le nombre de canaux utilisés par ce point d'accès, sa largeur de bande en mégahertz, ainsi que la bande de fréquence sur laquelle il se situe, 2,4 GHz ou 5 GHz. Et enfin, nous avons aussi le type de protocole de sécurité utilisé par ce point d'accès. Maintenant, si je vais dans Paramètres Wi-Fi, je trouve des descriptions et des informations très détaillées sur ce point d'accès, qui sont fournies par le clé lui-même. Enfin, si je me rends dans Mesures, les mesures principales s'affichent. Ce sont les mesures les plus pertinentes pour ce point d'accès, à savoir l'indicateur de puissance du signal reçu, R et ZC, le SNR et le niveau de bruit. Et très important, le OQP. Le OQP est une mesure du pourcentage d'occupation des canaux Wi-Fi utilisés par ce point d'accès. Le Web Control du TV Explorer NG est un outil qui va nous permettre de contrôler à distance notre mesureur via IP. Tout d'abord, nous allons devoir nous rendre sur notre navigateur web et saisir l'adresse IP de notre appareil. N'oubliez pas que tous les éléments du réseau devront être correctement configurés, routeur, commutateur, passerelle, etc., afin d'avoir une visibilité IP totale depuis votre ordinateur portable ou votre PC vers le TV Explorer NG situé à distance. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Maintenant que nous sommes dans le Web Control, il faut appuyer sur le bouton « Lancer l'émulation ». Ce qui apparaît alors est une simulation de la face avant du mesureur. À présent, en utilisant le pavé tactile de votre ordinateur ou une souris, il suffit de cliquer sur n'importe quelle zone de l'écran. Et l'appareil répondra instantanément. Exactement comme si vous pilotiez le mesureur avec votre doigt. Rappelez-vous que lorsque vous utilisez le Web Control, vous avez un accès complet à tous les outils disponibles dans le mesureur.